Une jeune fille et sa mère étaient parties seules en excursion de pêche et n'étaient pas jamais revenues. Une violente tempête s'était abattue peu après leur départ, et tout le monde les avait crues perdues en mer, sans espoir de survie. Mais 8 mois plus tard, un pêcheur aperçoit quelque chose d'étrange au large. Une découverte choquante qui bouleverse tout. La petite ville côtière de Greyhound avait toujours vécu au rythme de la mer. Le ressac constant et les cris lointains des mouettes faisaient partie du quotidien. Mais pour Ellie Wells, ces sons n'évoquaient plus que douleur et absence. 8 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu sa femme Anna et leur fille Sophie pour la dernière fois. 8 mois que leurs visages souriants avaient disparu à l'horizon, emportés par cette mer qu'ils aimaient tant. Ellie se tenait au bord de la marina, à l'endroit même où il leur avait dit au revoir ce matin-là. Le vieux quai de bois craquait sous ses bottes, tandis que l'odeur du sel et du poisson emplissait l'air. Il ferma les yeux, revoyant Anna riant en chargeant le matériel, et Sophie, 9 ans, sautillant d'excitation avec sa petite canne à pêche offerte pour son anniversaire. « Tu es sûr de ne pas venir, papa ?» avait-elle demandé, déçue. « J'ai promis à Monsieur Carson de l'aider avec son bateau, ma chérie, mais tu vas t'amuser avec maman. » Anna avait souri en vérifiant une dernière fois leurs affaires. « On ramènera le dîner. À ce soir, avant que l'orage n'arrive !» avait-il crié alors que leur bateau s'éloignait. Le bulletin météo annonçait de légères averses, rien d'inquiétant. Mais tout avait changé brutalement. Ellie resserra sa veste face au vent. Ils revenaient souvent ici, comme si cela pouvait les ramener. La recherche avait été massive, garde-côtes, pêcheurs, plongeurs bénévoles. La tempête avait été soudaine et d'une rare violence. 3 jours après leur disparition, des débris du bateau, le sac étanche d'Anna, le chapeau préféré de Sophie et une gourde marquée de son nom avaient été retrouvés. Les autorités avaient conclu à un naufrage fatal. Mais Ellie refusait d'y croire. Il avait organisé ses propres recherches, surtout autour de Sealbone Island, une île boisée et inhabitée à environ 24 km au large, parfois fréquentée par des jeunes pour des feux de camp. Mais rien n'avait été trouvé. La recherche officielle avait cessé, mais Ellie continuait. Chaque week-end, il explorait de nouveaux secteurs avec son bateau, inlassablement. Ce matin-là, il s'apprêtait à repartir plonger quand son téléphone sonna. « Commissariat de Greyhound » s'affichait. Son cœur se serra. « Monsieur Wells, ici l'agent Reynolds. Il faudrait venir au poste immédiatement. Il y a du nouveau concernant votre famille. » « Quel genre de nouveau ?» demanda Ellie, la voix tendue. « Un pêcheur dit avoir vu quelque chose. Mieux vaut en parler ici. Il est avec nous. » Ellie rangea son équipement, tremblant, et remit ses vêtements. Était-ce enfin l'espoir qu'il attendait? Il tenta de rester lucide. D'autres pistes s'étaient révélées vaines. Le poste de police n'était qu'à 10 minutes. Une petite bâtisse avec 5 agents en tout. À son arrivée, l'agent Reynolds l'accueillit. « Merci d'être venu si vite, monsieur Wells. Venez. » Il le conduisit dans une petite salle où se trouvaient un autre agent et un pêcheur qu'Ellie reconnaissait vaguement du port. « Monsieur Wells, voici Thomas Herrera, » dit Reynolds. « Il pense avoir vu quelque chose lié à votre famille. » Thomas tendit la main, visiblement mal à l'aise. « J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. »« Qu'avez-vous vu ?» demanda Ellie. « Ce matin, je rentrais de Wolf Island. J'y livre des produits à la station de recherche. Sur le chemin du retour, j'ai traversé l'ancien couloir maritime, près du vieux phare de Wolf Rock. Cela faisait gagner environ 40 minutes. » Thomas s'arrêta un instant, choisissant ses mots avec soin. Il y avait du brouillard ce matin. La visibilité était mauvaise. Mais en passant près du phare, j'ai cru voir une jeune fille debout sur le quai, devant l'entrée. Elle faisait des signes de la main. Le cœur d'Ellie s'embarque. Une fille? Quel âge? Je dirais 8 ou 9 ans. Difficile à dire avec le brouillard. Mais elle m'a semblé familière.
Thomas se pencha en avant. Ce n'est qu'en revenant au port et en voyant un des avis de recherche avec la photo de votre fille. Là, j'ai compris. La ressemblance était frappante. L'agent Reynolds intervint. Monsieur Herrera n'était pas sûr, c'est pourquoi il est venu nous voir d'abord. Le phare se trouve à environ 16 km de l'île de Wolf, et il y a des rumeurs. Des rumeurs ? Demanda Ellie. Juste des superstitions locales, répondit Thomas rapidement. Certains disent mot qu'il est tenté. Ça m'a dissuadé d'approcher, surtout avec le brouillard. Et je me suis dit que si une enfant était là, un adulte devait l'accompagner. Peut-être la fille du gardien. Mais après avoir revu la photo, je me suis senti obligé de vous en parler. Ellie se tourna vers Reynolds. Le phare est encore en service ? Non. Il a été désaffecté il y a des années et vendu à un particulier. Malcolm Weyer, il y a 22 ans. Il est enregistré comme propriétaire pour la conservation historique. Vous avez ses coordonnées ? Reynolds acquiesça, attrapa le téléphone, composa un numéro, puis fronça les sourcils. Numéro déconnecté. Ellie se leva d'un bond. Il faut aller voir ce phare. Reynolds hésita, mais Thomas proposa aussitôt. Le temps est clair, je peux nous y conduire. Reynolds soupira. Je vais demander l'autorisation d'utiliser un bateau de patrouille. Si un enfant est là-bas, on doit vérifier. Fantôme ou non. En moins d'1 heure, Ellie embarqua avec Thomas et 2 officiers en direction du phare de Wolf Rock. Tandis que le bateau fendait les vagues, Ellie ne pouvait s'empêcher de fixer l'horizon. Et si la réponse avait toujours été là, cachée dans ce vieux phare prétendument abandonné? Il tenta de maîtriser son espoir, mais une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps refit surface, celle que le cauchemar touchait peut-être à sa fin. Ils atteignirent le phare peu après midi. Une tour grise, majestueuse, dressée sur un promontoire rocheux au milieu de l'océan. Construite en 1911, elle avait résisté à bien des tempêtes avant d'être désactivée. Tout de suite, Ellie repéra un petit bateau en bois, brisé, échoué sur les rochers près du quai. La coque était en piteux état. « Ce bateau n'était pas là la dernière fois que je suis passé », murmura Thomas. L'officier Carter accosta prudemment et sécurisa le bateau. « Restez vigilants, on ne sait pas ce qu'on va trouver. » Ils débarquèrent. Eli retenait son souffle tandis qu'il s'approchait de la porte du phare. Carter frappa. « Police, y a-t-il quelqu'un ?» Silence. Après plusieurs appels, Carter essaya la poignée. Verrouillée. « La fille que j'ai vue était juste ici, » dit Thomas en montrant le quai. Elle faisait signe. « Vous êtes sûr que ce n'était pas une illusion ?» demanda Carter. « J'ai vu quelqu'un, j'en suis certain. » Eli s'avança vers le bord du quai et observa le bateau détruit. Il faisait à peine 4 mètres, adapté pour de courtes sorties. Les dégâts étaient importants. « Il a pu dériver pendant des mois », murmura-t-il. Soudain, un bruit attira leur attention. Un moteur de bateau approchait rapidement. Un homme d'environ 70 ans, aux cheveux blancs, se tenait à la barre d'un bateau moderne. Il ralentit en les voyant et accosta à son tour. « Puis-je vous aider ?» lança-t-il méfiant. L'agent Carter s'avança, badge en main. « Police côtière, êtes-vous Malcolm Weyer ?»« C'est moi, c'est ma propriété. Que se passe-t-il ?» « Nous avons reçu un signalement. Une enfant aurait été vue ici ce matin. » Le visage de Malcolm changea subtilement. « Une enfant ici ?» répondit-il, esquissant un sourire bref, presque incrédule. Malcolm éclata de rire. « Eh bien, cela explique les visiteurs inattendus. »« Vous savez quelque chose à propos de ce rapport, monsieur Weyer ?» demanda Reynolds. Malcolm sembla réfléchir un instant. « J'étais ici ce matin avec ma nièce. Nous ramassions des affaires que j'avais stockées dans le phare. C'est sûrement elle que votre témoin a vue. » Ellie sentit son espoir se faner, mais quelque chose dans l'attitude de Malcolm le rendait encore tendu. «
Votre nièce ? Demanda l'officier Carter. Pourriez-vous nous montrer une photo d'elle ? Malcolm se raidit. Pourquoi faire ? Je n'apprécie pas l'implication que je mente sur ma propre famille. Aucune implication, répondit Carter calmement. C'est juste une procédure pour les rapports impliquant des enfants. Malcolm sortit son téléphone à contre-cœur, balaya l'écran et leur montra brièvement une photo d'une jeune fille aux cheveux blonds courts, avant de ranger son téléphone rapidement. « Satisfait ?» demanda-t-il froidement. L'officier Carter se tourna vers Thomas. « Est-ce cette fille que vous avez vue ce matin ?» Thomas scruta Malcolm, puis hocha lentement la tête. « Ça pourrait être elle. Elle ressemble à ce que j'ai vu ce matin. Une petite fille en manteau rouge. Avec le brouillard, c'était difficile de distinguer les détails. » Ellie sentit l'étincelle d'espoir s'éteindre encore un peu plus. « Monsieur Wells, » dit doucement l'officier Carter, « je comprends votre déception, mais il faut être réaliste. Les chances que votre fille soit là, seule, dans ce phare après tout ce temps. » Ellie hocha la tête mécaniquement, essayant d'encaisser ce nouvel échec. Malcolm observait cet échange avec un regard impassible. « C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensiez que ma nièce était la fille disparue de cet homme ?» Son ton était défensif. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur, mais vous ne prendrez pas ma nièce. »« Personne ne veut prendre qui que ce soit, » assura l'officier Reynolds. « On suit juste un rapport. » Malcolm se détendit légèrement, mais ses yeux restaient mi-fatigués. « Monsieur Weyer, » dit Carter, « puisque nous sommes ici, cela vous dérangerait-il si nous jetions un coup d'œil à l'intérieur du phare ?»« Pourquoi faire ?» répondit Malcolm d'un ton brusque, les mains tremblant légèrement. « Juste pour être exhaustif. Après tout, nous sommes déjà ici. » Malcolm parut hésiter un instant, puis sortit un trousseau de clés. « Très bien, mais c'est poussiéreux et pas vraiment agréable à l'intérieur. Je ne l'utilise plus que pour stocker des affaires. » En ouvrant la porte, Ellie remarqua que le tremblement des mains de Malcolm s'était intensifié. La porte métallique s'ouvrit avec un grincement, révélant un intérieur simple, éclairé par la lumière qui filtrait à travers des fenêtres salies par le sel. Le phare était modeste, un petit espace de vie en bas, un escalier en colimaçon menant à la lanterne, et une porte menant probablement à une cave. « N'hésitez pas à regarder autour de vous, » dit Malcolm d'un ton sec. « Mais ne dérangez pas mes affaires. » Thomas annonça qu'il attendrait dehors, trouvant les lieux trop étroits. Ellie, les deux officiers et Malcolm entrèrent. L'air était humide et l'odeur de moisissure flottait. La poussière recouvrait presque toutes les surfaces, bien que certaines zones aient semblé récemment dérangées. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» demanda l'officier Carter en désignant la porte de la cave. « Des histoires, » répondit Malcolm. « Du vieux matériel, des meubles, des affaires personnelles que je n'ai pas de place pour stocker ailleurs. » « Puis-je jeter un coup d'œil ?» demanda Carter. Le mâchoire de Malcolm se crispa, mais il s'avança et ouvrit la porte. « Si vous insistez. » La cave était faiblement éclairée par une ampoule, et Malcolm alluma l'interrupteur alors qu'il descendait. L'espace était encombré de divers objets, du matériel de pêche, des meubles anciens, des boîtes, et plusieurs objets recouverts de bâches. Ellie remarqua immédiatement que Malcolm se plaçait délibérément devant un vieux cabinet en bois contre le mur du fond. Il semblait le protéger. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce cabinet ?» demanda Ellie, incapable de se retenir. « Rien d'intéressant, » répondit Malcolm d'un ton sec. « Des souvenirs, des vestiges de ma vie d'avant. Rien d'important. » L'officier Carter inspecta la pièce sans trouver rien de suspect immédiatement. « Je pense que nous avons vu l'essentiel, Monsieur Weyer. Merci de votre coopération. » Malcolm hocha la tête brusquement et se dirigea vers la porte pour les faire sortir. Mais alors qu'il s'éloignait du cabinet, l'œil d'Ellie aperçut quelque chose à travers une fissure dans la porte brisée. Un chapeau pâle, étrangement familier. Il se tourna vers le coin de la pièce, partiellement couvert par une bâche. Là, contre le mur, se trouvaient deux cannes à pêche, une grande pour adultes et une plus petite pour enfants.
Le design du moulinet frappa Ellie comme un coup de poing. Malcolm s'éclaircit la gorge bruyamment. « Messieurs, si vous avez fini. » Alors qu'il sortait de la cave, Ellie resta en arrière. « Ces cannes à pêche, dit-il d'une voix tendue. Elles ressemblent exactement à celles que ma femme et ma fille avaient. » Le visage de Malcolm se durcit. « Elles sont à moi et à ma défunte fille. »« Puis-je les voir ?» demanda Carter. « Je préférerais que vous ne le fassiez pas, » répondit Malcolm froidement. « Ce sont des objets précieux de ma fille disparue. Je ne laisse même pas ma nièce y toucher. C'est pour ça qu'elles sont ici, et non chez moi. » Carter acquiesça, respectant la limite, mais Ellie ne voulait pas lâcher l'affaire. « Et le chapeau que j'ai vu dans le cabinet, il ressemble exactement à celui de ma femme. » Une lueur d'irritation, de peur, traversa le visage de Malcolm. « Attendez ici, » dit-il brusquement. Il retourna à la cave, revenant quelques instants plus tard, avec un chapeau et une boîte à pêche. « J'ai trouvé ce chapeau échoué sur la rive. » Ellie prit le chapeau, les mains tremblantes. C'était bien celui de Hannah, son préféré, de couleur crème pâle, avec des coutures subtiles qu'elle avait faites elle-même. « Et cette boîte à outils ?» dit Ellie en remarquant la marque familière. « C'est la même que celle de ma femme. » Malcolm répondit trop vite. « C'est la mienne. C'est une vieille marque populaire pour sa qualité. Je l'ai depuis que mon père me l'a donnée il y a des années. Je suis venu ce matin pour la récupérer. » Le groupe continua à inspecter le phare, montant les escaliers en colimaçon jusqu'à la salle de la lanterne, mais ne trouvant rien d'autre de notable. Lorsqu'ils sortirent à la lumière du soleil, Ellie serra le chapeau d'Hannah dans ses mains, partagé entre la satisfaction d'avoir trouvé un petit morceau d'aile et des soupçons grandissants sur l'homme qui l'avait trouvé. Malcolm verrouilla la porte du phare et se tourna vers eux. « Je suppose que cela conclut votre enquête, » dit-il froidement. « Pour l'instant, » répondit calmement l'officier Carter. « Merci de votre coopération, monsieur Weyer. » Alors qu'il se préparait à partir, Carter posa une dernière question. « Monsieur Weyer, nous aurons besoin d'un moyen fiable pour vous contacter. Avez-vous un numéro de téléphone actuel ?» Malcolm devint renfrogné. « Je n'en ai plus. J'apprécie ma vie privée. » « Alors une adresse actuelle, s'il vous plaît, » insista Carter. Malcolm désigna l'île lointaine de Wolf Island. « J'y vis, sur la côte nord. Ma nièce et moi avons parfois des visiteurs, des touristes qui nous payent pour des directions et de l'aide pour naviguer sur l'île. » Son ton était sec, impatient. « Je navigue entre Wolf Island, Sealbone et Greyhor pour la nourriture et les fournitures, mais autrement, je reste seul. » « Nous devrons peut-être revenir vers vous, » ajouta l'officier Reynolds. « Alors venez à Wolf Island, » répondit Malcolm brusquement. « Mais je vous prie de ne pas déranger ma vie privée inutilement. » Sur ce, Malcolm monta dans son bateau et s'éloigna, sa trace agitée sur l'eau en direction du continent, pas de l'île Wolf. Ellie le regarda partir, un malaise étrange s'emparant de lui. « Cet homme cache quelque chose, » dit-il à voix basse. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, » avertit l'officier Carter alors qu'il montait à bord du bateau de patrouille. « Mais je suis d'accord, son comportement était étrange. » Thomas prit la barre et les guida loin du phare, en direction de Greyhor. Tandis que le phare s'éloignait, Ellie serra le chapeau d'Hannah, l'évidence tangible de sa présence dans ce lieu isolé. « Les cannes à pêche dans cette pièce, » dit Ellie après plusieurs minutes de silence. Elles sont identiques à celles de Hannah et Sophie. Même marque, même couleur, même taille. La sienne était une Mariner Pro X6 avec un moulinet chromé spécial. Pas beaucoup de gens payent eux pour ce modèle. Je lui ai offert pour son anniversaire il y a 3 ans. L'officier Reynolds nota l'information. Cela pourrait être une coïncidence, monsieur Wells. Cette marque est chère, mais pas inconnue dans le coin. Et le chapeau ? Ce n'était pas une coïncidence. Reynolds acquiesça. C'est clairement une preuve que votre femme est passée par ici à un moment donné, mais cela confirme seulement ce que nous suspectons déjà. Après la tempête,
Certains des effets de votre famille ont échoué à différents endroits. Monsieur Weyer prétend l'avoir trouvé sur la plage. Ellie secoua la tête, frustrée. Il cache quelque chose, c'est sûr. La façon dont il s'est positionné devant le meuble, comment il semblait nerveux quand on a posé des questions sur les cannes à pêche. Nous comprenons votre frustration, dit l'officier Carter. Nous allons approfondir l'enquête sur Monsieur Weyer à notre retour, je vous le promets. Le reste du trajet se fit dans un silence tendu. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Greyhor, les officiers demandèrent à prendre le chapeau comme preuve, en promettant de le rendre à Ellie après l'avoir documenté correctement. Bien qu'à contre-cœur, Ellie comprit la nécessité de s'en séparer et le remit. Alors que les officiers s'éloignaient vers la station, Ellie se retrouva seule avec Thomas sur le quai. « Je ne crois toujours pas cet homme », dit Ellie en regardant l'eau. « Qu'en penses-tu » Thomas hésita avant de répondre. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui, c'est sûr, et la fille sur sa photo ressemblait à celle que j'ai vue ce matin. Mais il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Quand j'ai vu la fille ce matin, ses cheveux étaient assez courts, tout comme ceux de la fille sur la photo. Ta fille, elle, avait ses cheveux en tresse. Le cœur d'Ellie s'arrêta un instant. Sophie portait toujours ses cheveux en tresse. Anna n'aurait jamais permis qu'elle se les coupe. Je m'excuse si je t'ai donné de faux espoirs, dit Thomas. Non, ce n'est pas le cas. Je devrais te remercier, mais tu n'es toujours pas sûr que ce soit la même fille. Je ne sais pas, admit Thomas. Mais ce qui me paraît étrange, c'est sa prétention de vivre sur Wolf Island. Ça fait 15 ans que je fais des livraisons entre ces îles. Jamais vu lui ni une jeune fille sur Wolf Island, et aucun des chercheurs ne parle d'un homme et d'une enfant qui y vivent. Ellie frissonna. Donc, il a menti sur l'endroit où il vit. Peut-être, dit Thomas, ou peut-être qu'il se cache tellement que nos chemins ne se sont jamais croisés. Ce n'est pas une petite île. Il réfléchit un instant. Je fais une livraison demain matin. Je pourrais jeter un œil, peut-être demander autour de la station de recherche si quelqu'un connaît ce type. Tu ferais ça ? Je te le promets, répondit Thomas en sortant son téléphone pour échanger leurs contacts. Je dois y aller, dit Thomas en consultant l'heure. Ma femme va commencer à se demander où je suis, mais je t'appellerai demain après ma livraison pour te dire ce que j'ai appris. Merci pour tout ce que tu as fait, dit Ellie en tendant la main. Je ne peux pas te dire à quel point ça compte pour moi. Thomas lui serra la main fermement. J'espère qu'on trouvera la vérité, quoi qu'il en soit. Après le départ de Thomas, Ellie se rendit à sa voiture, à la station de police. Il resta plusieurs minutes assis au volant, repassant dans sa tête la visite au phare, le chapeau, les cannes à pêche, le comportement étrange de Malcolm. Rien de tout cela n'avait de sens si Anna et Sophie s'étaient simplement noyées dans la tempête. Et pourtant, l'alternative... Ellie quitta le phare, le cœur lourd, et se dirigea vers le centre de Greyhor. Bien qu'il ait prévu de rentrer directement chez lui, ses pensées revenaient sans cesse aux cannes à pêche qu'il avait aperçues au phare. Il était convaincu qu'elles appartenaient à Hannah et Sophie. Sur un coup de tête, il se rendit au Silver Anchor, la taverne du coin, en espérant en apprendre plus. La communauté de pêcheurs de Gay Shore était soudée, et si quelqu'un savait quelque chose sur Malcolm Weyer, ce seraient les habitués de ce bar. À l'intérieur, l'atmosphère restait inchangée depuis des décennies, avec des panneaux en bois et une décoration nautique. Ellie s'assit au bar et commanda une bière. Le barman, Doug, un homme de moyen âge qui dirigeait la taverne depuis aussi longtemps qu'Ellie vivait ici, lui apporta la boisson. Ellie en profita pour lui poser une question. « Avez-vous entendu parler d'un homme nommé Malcolm Weyer ?» Doug leva les sourcils. « Weyer ? Ce nom ne m'est pas venu à l'esprit depuis un moment. C'est un type qui se tient à l'écart. Pourquoi ? Je l'ai rencontré aujourd'hui au phare de Wolf Rock. » Doug hocha la tête. Il a acheté cet endroit il y a des années. C'est un ingénieur, paraît-il, qui a fait fortune
et a décidé de devenir gardien de phare. Il baissa la voix. Mais on dit des choses étranges à son sujet. Des choses. Oh, vous savez comment ça se passe dans les petites villes, les rumeurs. Doug regarda autour de lui avant de reprendre. Certains disent qu'il n'est pas tout à fait sain d'esprit. Il passe des semaines seul là-bas ou sur son bateau. On m'a dit qu'il construisait quelque chose sur Sealbone Island récemment. Sealbone, s'étonna Ellie. Il m'a dit qu'il vivait sur Wolf Island. Doug eut l'air sceptique. Wolf question Mark non. Ça ne colle pas. Les chercheurs marins en auraient trop parlé si quelqu'un vivait là en permanence, surtout avec un enfant. Un enfant ? Ellie se tendit. Sa nièce, paraît-il. Doug haussait les épaules. Comme je l'ai dit, il est solitaire. La plupart des infos que j'ai sont des rumeurs. Ellie but une longue gorgée de sa bière, l'esprit en ébullition. Où puis-je trouver son bateau s'il en a un à Greyhor ? Il avait une sorte de garage à bateaux, dans l'un des canaux près du port principal, caché derrière les roseaux et les arbres. Pas beaucoup de gens vont par là. Ellie termina sa bière, laissa un bon pourboire et se dirigea vers la sortie. Il appela immédiatement Thomas. « Tout va bien », répondit Thomas après quelques sonneries. « Je ai besoin de ton aide à nouveau. Peux-tu me retrouver au port dans 20 minutes ?»« Oui, mais qu'est-ce qui a changé si vite ?» demanda Thomas, un brin perplexe. « Je t'expliquerai quand tu arriveras. C'est à propos de Malcolm Weyer. » Ellie se rendit au port avec un sentiment d'urgence qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Si ce que Doug avait dit était vrai, Malcolm mentait sur son lieu de vie. Pourquoi le ferait-il, à moins qu'il n'ait quelque chose à cacher ? Quand Thomas arriva, Ellie lui expliqua rapidement ce qu'il avait appris à la taverne. Donc, il ne vit pas du tout sur Wolf Island. Thomas secoua la tête. Je savais que quelque chose clochait. En 15 ans de livraison, je ne l'ai jamais vu ni entendu parler de lui là-bas. Ellie, je veux trouver son garage à bateau, dit Ellie. Doug a dit qu'il se trouvait quelque part dans les canaux. Thomas parut incertain. C'est un vrai labyrinthe par là. Certains canaux sont à peine navigables. Tu espères trouver quoi exactement ? Je ne sais pas, admit Ellie. Mais cet homme ment. Il a le chapeau de ma femme, et je suis presque sûr que ces cannes à pêche sont celles de Hannah et Sophie. Il faut que je découvre ce qu'il cache d'autre. On devrait peut-être en parler à la police ? Et leur dire quoi ? Que le barman a des rumeurs sur l'endroit où vit Malcolm ? Ils voudront plus que ça. Et je veux voir cet enfant de mes propres yeux. Si c'est vraiment sa nièce, alors Sophie était là. Après un moment de réflexion, Thomas hocha la tête. D'accord. Mon bateau est plus adapté aux canaux peu profonds. Prenons le mien. Ils montèrent à bord du bateau de pêche de Thomas, un modèle robuste conçu pour les eaux côtières. Alors qu'ils s'éloignaient du port, l'après-midi avançait et les ombres s'allongeaient sur l'eau. Le port principal était animé par les bateaux de pêche revenant de leur journée de travail. Mais à mesure que Thomas les dirigeait vers les canaux, la circulation diminua jusqu'à disparaître complètement. Les canaux étaient plus étroits que prévu, avec des roseaux et des mangroves qui bordaient les rives. Les arbres formant une sorte de tunnel en certains endroits, leurs branches projetant des ombres tachetées sur l'eau. « Pas grand monde ne vient ici », dit Thomas en naviguant habilement dans le dédale d'eau. « Trop peu profond pour la plupart des bateaux. Et il n'y a pas grand-chose à voir, à moins que tu sois passionné par l'ornithologie ou la botanique. » Il s'enfonçait toujours plus profondément dans le labyrinthe de canaux, le bruit du port s'éloignant peu à peu. Le silence n'était interrompu que par le ronronnement doux du moteur du bateau et les appels occasionnels des oiseaux. « Jusqu'où vont ces canaux ?» demanda Ellie, après près de 21 minutes de navigation. « Ils s'ouvrent de l'autre côté de la péninsule, » répondit Thomas. « Il y a une ancienne station navale abandonnée là-bas, envahie par la végétation, fermée depuis des années. » Alors qu'ils contournèrent un virage, Thomas coupa soudainement le moteur, le mettant en mode ralenti presque silencieux. « Regarde là-bas » murmura-t-il en pointant du doigt.
Dans un recoin où le canal s'élargissait légèrement, partiellement dissimulé par des rochers et de la végétation, se trouvait une structure inattendue, un vieux bateau d'environ 12 mètres de long, avec une cabine usée sur le pont. Le bateau était amarré à un petit quai rudimentaire, adossé à un affleurement rocheux. Au sommet des rochers, parmi des arbres épars, se dressait une petite cabane. « Ça doit être ça », souffla Ellie. Thomas manœuvra prudemment leur bateau pour se cacher à l'abri des regards, tout en restant suffisamment proche pour observer. « Et maintenant ?» demanda Thomas. « On observe », répondit Ellie, « et on attend. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Au bout de 15 minutes, une silhouette émergea de la cabane. Malcolm Vert, identifiable même de loin. « C'est lui », chuchota Ellie. Thomas lui tendit des jumelles. « Continue à observer. » À travers les lentilles grossissantes, Ellie vit Malcolm descendre le chemin escarpé depuis la cabane jusqu'au bateau. Il disparut un moment à l'intérieur, puis ressortit et remonta vers la cabane. Cette fois, lorsqu'il quitta la cabane, Ellie eut un frisson. Malcolm portait quelque chose, non, quelqu'un, sur son épaule. Une petite silhouette aux cheveux blonds. « Oh mon Dieu !» murmura Ellie. « Il porte un enfant. » La figure semblait inerte. De cette distance, impossible de distinguer des traits précis, mais Ellie pouvait voir que c'était une jeune fille, âgée d'environ 10 ou 11 ans. « Elle bouge ?» demanda Thomas anxieusement. « Je ne sais pas. Elle semble inconsciente. Mais un homme ne droguerait pas sa propre nièce, non ?» Ils observèrent, horrifiés, Malcolm descendre précautionneusement le chemin et entrer dans le bateau avec son fardeau. Quelques minutes plus tard, il ressortit et gravit à nouveau le chemin vers la cabane. Ellie sortit immédiatement son téléphone. « Je vais appeler la police. Que ce soit sa nièce, ma Sophie ou quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui cloche ici. » Les mains tremblantes, il composa le numéro de la station de police côtière. Quand la dispatcher répondit, il s'identifia et expliqua rapidement ce qu'ils étaient en train de voir. « Nous avons besoin de policiers immédiatement », insista-t-il en donnant leur position du mieux qu'il pouvait. « Je crois que Malcolm Vert a enlevé un enfant, probablement ma fille. »« Restez en ligne, Monsieur Wells », répondit la dispatcher. « Des unités sont en route. » Tout en maintenant la communication avec la dispatcher, Ellie continua à observer à travers les jumelles. Malcolm était à nouveau sorti de la cabane, cette fois luttant avec ce qui semblait être un sac lourd sur son épaule. En descendant le chemin escarpé, il perdit brièvement pied. Le sac glissa de sa prise et dévala la pente, s'arrêtant au bas du chemin. Ellie zooma avec les jumelles, et ce qu'il vit fit glacer son sang. Du sac ouvert, la tête d'une femme était partiellement visible, des cheveux blonds déversés sur le sol. « Il y a une femme », rapporta Ellie à la dispatcher, sa voix serrée d'émotion. « Dans un sac, je pense. » Il n'arrivait pas à finir la phrase. Malcolm se redressa rapidement, récupéra le sac et continua vers le bateau. Une fois de plus, il disparut à l'intérieur, puis revint à la cabane. « Combien de temps avant l'arrivée des policiers ?» demanda Thomas, la tension dans la voix. « Ils arrivent », répondit Ellie, toujours agrippée à son téléphone. « Mais je ne sais pas combien de temps ils mettront à naviguer dans ces canaux. » Lors de son 3e voyage entre la cabane et le bateau, Malcolm porta 2 grandes caisses réfrigérées, celles utilisées pour transporter de la glace et des produits périssables. Il les chargea dans le bateau, puis commença à préparer ce dernier, visiblement prêt à partir. « Il se prépare à partir », signala Ellie à la dispatcher. « On doit faire quelque chose maintenant. »« La police et les unités maritimes sont en route », assura la dispatcher. « S'il vous plaît, ne vous approchez pas du suspect. Il pourrait être armé et dangereux. » Ellie transmit l'information à Thomas, qui acquiesça d'un air sombre. « On devrait s'éloigner d'ici, trouver un meilleur endroit où on puisse continuer à observer, sans se faire repérer s'il vient dans notre direction. » Ils commencèrent à repositionner leur bateau avec prudence, mais un bris sec sous le pied de Thomas brisa le silence,
un bruit anormalement fort dans la calme du canal. Malcolm leva la tête, son attention immédiatement attirée par le bruit. Il sortit une arme de sa veste et scruta intensément leur direction. « Il est armé », chuchota Ellie au téléphone. « Et je pense qu'il nous a repérés. »« Reculez immédiatement », ordonna la dispatcher. « Mettez-vous en sécurité. » Thomas avait déjà déplacé le bateau dans l'abri des végétations surplombantes, mais il était clair que Malcolm avait détecté leur présence. « Je sais que vous êtes là !» cria Malcolm, sa voix résonnant sur l'eau calme. « Montrez-vous !» Ellie et Thomas restèrent figés, à peine osant respirer. Un tir retentit, la balle frappant l'eau à plusieurs mètres de leur position. Ce n'était qu'un tir d'avertissement, tiré dans leur direction mais sans intention de les atteindre. « Venez dans l'open !» cria Malcolm. « Maintenant !»« Que faisons-nous » murmura Thomas, paniqué. « Restez cachés !» répondit Ellie, la voix à peine audible. « L'aide arrive !» Comme pour confirmer ces mots, le bruit lointain des moteurs de bateau et d'un hélicoptère se fit entendre. Malcolm tourna la tête vers le bruit, son expression passant de la colère à la réflexion. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le labyrinthe de canaux, les bruits du port s'estompant derrière eux. Le silence n'était perturbé que par le bourdonnement doux du moteur du bateau et les cris occasionnels des oiseaux dans la végétation environnante. « Jusqu'où vont ces canaux ?» demanda Ellie, après presque 21 minutes de navigation. « Ils mènent finalement de l'autre côté de la péninsule », répondit Thomas. « Il y a une station navale abandonnée là-bas, complètement envahie par la végétation, fermée depuis des années. » Alors qu'il tournait dans un virage, Thomas coupa soudainement le moteur, réduisant le bruit à un faible ronronnement. « Regarde là-bas !» chuchota-t-il en pointant devant eux. Dans un recoin rocheux, où le canal s'élargissait légèrement, partiellement dissimulé par une formation naturelle de roches et de végétation, se trouvait une structure inattendue. C'était un vieux bateau de 12 mètres environ, avec une cabine usée, construite sur son pont. Le bateau était amarré à un quai rudimentaire en pierre, et sur les rochers au-dessus, une petite cabane était nichée parmi des arbres clairsemés. « Ça doit être ça », souffla Ellie. Thomas manœuvra prudemment leur bateau pour se cacher tout en observant l'endroit étrange. « Que fait-on maintenant » demanda-t-il à voix basse. « On attend », répondit Ellie. Et ils n'eurent pas à attendre longtemps. Après environ 15 minutes d'observation, un mouvement attira leur attention. Une silhouette émergea de la cabane au sommet des rochers. Malcolm Vert, reconnaissable même de loin. « C'est lui », murmura Ellie. Thomas lui tendit une paire de jumelles. « Continue de surveiller. » À travers les jumelles, Ellie vit Malcolm descendre le chemin rocailleux de la cabane jusqu'à l'abri du bateau. Il entra un instant, puis ressortit, portant quelque chose sur son épaule. Une petite silhouette aux cheveux blonds. « Oh mon Dieu !» s'écria Ellie. « Il porte un enfant !» La silhouette semblait inerte, immobile. À cette distance, Ellie ne pouvait pas distinguer de traits précis, mais il apercevait qu'il s'agissait d'une jeune fille, âgée de 10 ou 11 ans tout au plus. « Elle bouge-t-elle » demanda Thomas, anxieux. « Je ne sais pas. Elle semble inconsciente, mais un homme ne droguerait pas sa propre nièce, non ?» Ils continuèrent à observer, horrifiés, alors que Malcolm emportait la petite fille dans l'abri du bateau. Quelques minutes plus tard, il réapparut et grimpa à nouveau à la cabane. Ellie saisit immédiatement son téléphone. « Je vais appeler la police. Que ce soit sa nièce, ma Sophie ou une autre, il y a quelque chose de bizarre ici. » Ses mains tremblaient en composant le numéro de la station de police côtière. Lorsqu'un agent décrocha, Ellie se présenta et expliqua rapidement ce qu'ils étaient en train de voir. « Nous avons besoin d'unités immédiatement », insista-t-il, donnant leur position du mieux qu'il pouvait. « Je crois que Malcolm Vert a enlevé un enfant, probablement ma fille. »« Restez en ligne, Monsieur Wells », lui répondit la dispatcher. « Des unités sont en route. » Tout en restant en ligne avec la dispatcher, Ellie continua à observer à travers les jumelles.
Malcolm réapparut de la cabane, cette fois portant ce qui semblait être un sac lourd sur son épaule. En descendant le chemin, il perdit brièvement son équilibre et le sac tomba, roulant jusqu'en bas. Ellie zooma avec les jumelles et ce qu'il aperçut lui glaçait le sang. D'un côté du sac, la tête d'une femme était partiellement visible, ses cheveux blonds dévalant sur le sol. « Il y a une femme », rapporta Ellie à la dispatcher, la voix tendue. « Dans un sac, je pense. » Il ne pouvait pas finir sa phrase. Malcolm récupéra rapidement le sac et poursuivit son chemin vers l'abri. Quelques minutes plus tard, il réapparut et se remit à préparer le bateau, visiblement prêt à partir. « Il se prépare à partir », rapporta Eli d'une voix urgente. « Nous devons faire quelque chose. » « La police et les unités maritimes sont en route, » assura la dispatcher. « Ne vous approchez pas du suspect. Il peut être armé et dangereux. » Ellie transmit ce message à Thomas, qui hocha la tête, un air grave sur le visage. « Nous devrions reculer. Trouver une meilleure position pour observer sans être vus. » Alors qu'ils repositionnaient lentement leur bateau, un craquement se fit entendre sous le pied de Thomas, résonnant de manière anormalement forte dans le calme des canaux. Malcolm tourna brusquement la tête, son regard se fixant immédiatement sur la source du bruit. Il tira un pistolet de sa veste et scruta leur direction. « Il est armé », chuchota Ellie au téléphone. « Et je crois qu'il nous a repérés. »« Reculez immédiatement », ordonna la dispatcher. « Mettez-vous en sécurité. » Thomas avait déjà déplacé le bateau sous la couverture de la végétation, mais il était clair que Malcolm avait détecté leur présence. « Je sais que vous êtes là », cria Malcolm d'une voix perçante. « Montrez-vous !» Ellie et Thomas restèrent immobiles, à peine osant respirer. Un coup de feu éclata, la balle frappant l'eau plusieurs mètres devant eux. Un tir d'avertissement, plutôt qu'une tentative ciblée. « Sortez à découvert !» hurla Malcolm. « Maintenant !»« Que fait-on » murmura Thomas paniqué. « Reste caché » répondit Ellie, la voix à peine audible. « L'aide arrive !» Comme pour confirmer ses paroles, des moteurs de bateau et un hélicoptère se firent entendre au loin. Malcolm tourna la tête, son expression passant de la colère à une concentration froide. « On essaie de bloquer sa fuite » demanda Thomas, en désignant le canal menant au port. La dispatcher avait ordonné de ne pas intervenir. Ellie lui rappela, bien que chaque fibre de son être crie à l'idée de confronter Malcolm, de lui demander des comptes, de découvrir si l'enfant qu'il avait vu était bien Sophie. Leur décision fut prise pour eux lorsque plusieurs bateaux de police apparurent à l'entrée du canal, leurs feux clignotant. Un hélicoptère de police se positionna au-dessus, son projecteur éclairant la scène d'une lumière crue. Malcolm, pris dans le faisceau lumineux, se figea, son arme toujours en main, son visage marqué par la rage et la panique. « Lâchez votre arme et rendez-vous immédiatement », ordonna la voix amplifiée d'un bateau de police. Pendant quelques instants, Malcolm resta immobile, puis il baissa lentement son arme et la laissa tomber sur le quai. Il leva les mains, son visage figé dans une expression de froide détermination plutôt que de défaite. Deux bateaux de police approchèrent du quai, des officiers armés prêts à l'appréhender. Alors qu'ils lui passaient les menottes, son regard balaya les canaux, et malgré la distance et la végétation, il croisa celui d'Ellie. Un regard de haine pure fit frissonner Ellie. Puis, contre toute attente, Malcolm éclata de rire, un rire glaçant qui traversa l'air malgré le bruit de l'hélicoptère. Lorsque l'un des bateaux de police partit avec Malcolm en garde à vue, l'autre se dirigea vers l'endroit où se cachaient Ellie et Thomas. « Monsieur Wells, monsieur Herrera !» appela un officier. « Vous pouvez sortir maintenant. » Ils naviguèrent vers le canal ouvert, où les officiers leur demandèrent de suivre jusqu'au quai, près de la maison de bateau de Malcolm. Plusieurs autres bateaux de police et du personnel médical étaient arrivés. « Est-ce elle ? Est-ce Sophie ?» demanda Ellie, désespérée alors qu'ils amarraient leur bateau. « Nous évaluons la situation », répondit un agent. « Restez ici pour l'instant. »
Ellie observa, le cœur battant, tandis que des officiers entraient dans l'abri du bateau. Des minutes s'écoulèrent, semblant des heures. Finalement, un médecin émergea, portant une petite silhouette enveloppée dans une couverture d'urgence. Même de loin, Ellie reconnut les cheveux blonds. « Sophie !» s'écria-t-il, avant d'être retenu par un agent. « Laissez les secouristes faire leur travail. » La jeune fille fut rapidement transférée dans un bateau médical, mais avant cela, Ellie aperçut son visage, pâle, les yeux vagues, mais indéniablement sa fille. « C'est elle !» murmura-t-il, la voix brisée. Thomas confirma. « C'est la fille que j'ai vue ce matin au phare. Je suis sûr maintenant. » Un agent hocha la tête et parla dans son radio pour confirmer l'identification. « Nous allons l'emmener à l'hôpital Greyhour Memorial immédiatement, Monsieur Wells. Mais restez ici quelques minutes pendant que nous sécurisons la scène. » Les yeux d'Ellie se posèrent alors sur une autre procession funèbre. Des officiers portaient un sac mortuaire depuis l'abri du bateau. Il n'eut pas besoin de demander. Il savait, avec une certitude dévastatrice, qu'il s'agissait de Hannah. Il murmura, accablé par la douleur, « Hannah ». Puis l'officier s'approcha d'Ellie. « Nous aurons besoin d'une identification formelle, mais sur la base de votre description et des circonstances. » Ellie hocha la tête, figée, le cœur dévasté. « Je comprends. » L'officier roucha le sac, juste assez pour qu'Ellie voie jeter à l'intérieur. Ce qu'il aperçut le fit suffoquer de terreur. Il s'attendait à voir sa femme, mais la vérité était bien pire. Malcolm avait défiguré son corps, la rendant méconnaissable. Ellie s'effondra à genoux, ses larmes coulant alors qu'il était submergé par la rage et la douleur. Ellie était escortée jusqu'à un bateau de police, son esprit en proie à la confusion et à la douleur. Il se retourna une dernière fois vers la maison étrange de Malcolm, se demandant quelles horreurs Hannah et Sophie avaient endurées. Le trajet en bateau jusqu'à Greyhour fut flou, partagé entre le soulagement de savoir que Sophie était vivante et le chagrin accablant de la perte d'Hannah, dans les circonstances les plus terribles. Les expressions graves des policiers laissaient entendre que les découvertes à la maison de Malcolm étaient encore pires que ce qu'il avait imaginé. Arrivés au commissariat, Ellie et Thomas furent séparés pour rédiger leur déclaration. Ellie prit le temps de se ressaisir avant de raconter les événements dans les moindres détails, depuis la rencontre de Thomas, le matin même, jusqu'à leur découverte de la maison cachée de Malcolm. Il évoqua les cannes à pêche, le chapeau et chaque interaction avec Malcolm à partir du phare, ne négligeant aucun détail. « Ce que je ne comprends pas, » dit Ellie, « c'est pourquoi. Pourquoi les a-t-il prises? Pourquoi Sophie est-elle encore en vie ?» Il n'acheva pas sa question. La détective Rivera, qui l'interrogeait, ferma son carnet et s'avança, grave. « Monsieur Wells, nous avons examiné les preuves trouvées dans la maison et le cabanon de Malcolm. Ce que nous avons trouvé est profondément perturbant. » Ellie se tendit. « Dites-moi tout. » Rivera commença à expliquer que les 2 caisses qu'il avait vues étaient remplies de restes humains préservés, des parties de corps de plusieurs victimes, conservées dans des bocaux étiquetés avec des dates et des noms. Le coffre à pêche contenait des instruments utilisés pour des procédures. Le pire, cependant, étaient les cristaux de résine, dans lesquels étaient conservés des morceaux de tissu, des objets personnels et des échantillons de cheveux. L'un contenait des tresses de Sophie. Ellie sentit une rage glacée l'envahir. « Malcolm gardait des trophées ?» demanda-t-il, les poings serrés. « Pas exactement », répondit Rivera. D'après ses journaux, il les voyait comme des hommages, des préservations. Il était obsédé par l'idée de stopper le temps, de garder intact ce qu'il appelait les liens maternels parfaits. Elle poursuivit en expliquant que Malcolm avait pris des photos mises en scène avec ses victimes, les habillant et les disposant comme s'il s'agissait de sa propre famille. « Pourquoi ferait-il cela ?» demanda Ellie, perdue. « Ce n'était pas sexuel », expliqua Rivera. « Il voulait préserver les femmes et les filles, les sauver des ravages du temps et du chaos. »« Qui est cet homme »
demanda Thomas, après avoir rejoint la conversation. Rivera expliqua que Malcolm Weyer, un ingénieur maritime respecté, avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de ferry il y a 15 ans. La culpabilité l'avait consumé, le poussant à se retirer de la société et à acheter le phare. Donc, sa folie était de recréer sa famille ? Demanda Ellie. Pas exactement, répondit Rivera. Il croyait pouvoir reconstruire ce qu'il avait perdu en sauvant de nouvelles paires mère-fille. Ellie ferma les yeux, horrifiée par ce qu'il apprenait. « Et Anna et Sophie ?» demanda-t-il d'une voix faible. Rivera consulta ses notes. Anna et Sophie se sont retrouvées dans la tempête il y a 8 mois. Leur bateau coulant, elles ont dérivé près du phare et Malcolm les a secourues. Il leur a promis d'appeler de l'aide, mais il ne l'a jamais fait. Ellie comprit que Malcolm les avait ensuite enfermés dans le phare, les privant de liberté, tandis qu'il finissait de construire sa maison et son cabanon sur l'île Silbone. Il voulait les déplacer, mais le danger d'être découvert grandissait. « Et maintenant ?» demanda Ellie, sa voix pleine d'espoir. Rivera le regarda avec tristesse. Il a préparé son opération pour déménager dans un endroit plus isolé. Et ce matin, quand Thomas a vu Sophie au phare, Malcolm était revenu chercher quelques objets restants. Sophie était encore partiellement sédatée, mais suffisamment consciente pour se rendre au quai lorsque Malcolm était distrait. C'est à ce moment-là que M. Herrera l'a vu. « Si je m'étais arrêté, » dit Thomas, sa voix chargée de regret. « Si j'avais compris. » Rivera l'interrompit. « Tu ne pouvais pas savoir. L'essentiel était que tu aies signalé ce que tu as vu, et cela nous a permis de la retrouver. » Ellie, le cœur lourd, demanda. « Et Hannah ?» Rivera soupira, son expression grave. « D'après l'état de ses restes, notre médecin légiste pense qu'elle a été tuée aujourd'hui, probablement quelques heures avant notre arrivée. » Ellie ferma les yeux, abattue par la terrible vérité. Anna avait survécu tout ce temps, endurant des souffrances inimaginables, pour être tuée juste avant la délivrance. « Combien d'autres ?» demanda-t-il après un silence. « Nous avons identifié des restes d'au moins 3 autres pères mère-fille disparus au cours des 10 dernières années. Nous sommes en train de prévenir les familles. » « Et maintenant ?» Ellie demanda, son ton se durcissant. « Malcolm Weyer sera inculpé pour enlèvement, meurtre et autres crimes. Son avocat tentera peut-être une défense de folie, mais vu la méthode de ces crimes, cela ne réussira pas. Quoi qu'il en soit, il ne sera jamais libre. » Ellie acquiesça, un peu apaisée par cette certitude. « Je veux voir Sophie maintenant. Quelqu'un peut-il me conduire à l'hôpital ?»« Bien sûr, » répondit Rivera. « Un agent vous conduira immédiatement. » À l'hôpital, Ellie fut rapidement conduit à la salle de consultation, où le docteur Patel l'attendait. « Monsieur Wells, j'ai supervisé les premiers soins de votre fille. » Ellie demanda, la voix brisée. « Comment va-t-elle » Le médecin répondit. « Physiquement, elle est stable malgré les conditions. Elle présente des signes de malnutrition et une infection respiratoire légère, probablement causée par une exposition prolongée à des conditions humides et mal ventilées. Va-t-elle se rétablir complètement ? Oui, avec une bonne nutrition et des soins médicaux, elle devrait récupérer totalement. » Mais Ellie s'inquiéta également de l'état psychologique de Sophie. « Ce sera un long chemin, » répondit le médecin. « Nous avons un psychologue pédiatrique qui suivra son cas. Les enfants sont résilients, mais elle aura besoin de soins spécialisés. » Ellie, le cœur lourd, demanda aussi « Et ma femme ?» Docteur Patel eut un regard compatissant. « L'autopsie est toujours en cours, mais elle est traitée avec dignité. Une fois terminée, ses restes vous seront remis pour l'inhumation. Je veux qu'elle trouve enfin la paix, » dit Ellie, sa voix brisée. Le médecin l'assura. « Pour l'instant, concentrons-nous sur Sophie. Elle sera bientôt transférée dans une chambre privée, et vous pourrez rester avec elle aussi longtemps que vous le souhaitez. » Lorsqu'Ellie entra dans la chambre de Sophie, il la trouva allongée sur un grand lit d'hôpital, un cathéter dans le bras. Elle semblait bien plus fragile et pâle, et ses cheveux avaient été coupés,
mais elle était en vie. Il prit sa main, et elle répondit instinctivement en serrant ses doigts. « Sophie, chuchota-t-il. Papa est là. Tu es en sécurité maintenant. » Elle ouvrit les yeux, encore confus, puis, en le reconnaissant, elle murmura « Papa ». Sa voix tremblait, comme si elle avait peur qu'il ne soit qu'un rêve. « Oui, ma chérie », répondit Ellie, les larmes coulant sur ses joues. « C'est moi, je suis là. » Sophie chercha sa mère du regard, et son visage se tordit de douleur. « Maman, dit-elle, le méchant a emmené maman. » Ellie la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Je sais, bébé, je sais. Je sais. Elle m'a dit d'être brave, » murmura Sophie à travers ses sanglots. « Elle a dit que tu nous trouverais, et tu l'as fait. »« Je n'ai jamais cessé de vous chercher, » promit Ellie, sa voix brisée par l'émotion. « Pas un seul jour. » Sophie s'accrocha à lui, son petit corps secoué par des sanglots. « Je veux que maman revienne. » Ellie la serra plus fort, son propre chagrin menaçant de l'envahir. « Maman ne peut pas revenir, chérie. Mais elle t'aimait tellement. Elle a été tellement courageuse, et elle t'a protégée jusqu'à ce que je te retrouve. » Sophie acquiesça, une larme traçant son visage pâle. Elle me chantait chaque nuit. Ellie essuya doucement la larme avec son pouce. « C'est tout à fait elle. » Il prit sa fille dans ses bras, tandis qu'elle éclatait en sanglots, ses petites épaules tremblant sous le chagrin. Il la serra contre lui, ses propres larmes coulant en silence, partageant cette perte profonde de la femme qui avait été son épouse et la mère de Sophie, dont le courage avait permis de sauver leur fille contre toute attente. « Elle me manque tellement, » pleura Sophie. « Elle me manque aussi, chérie, » dit Ellie. « Et c'est normal d'être triste. On va être triste un moment, mais on saura l'un l'autre, et on prendra soin de l'autre, comme maman le voulait. » Au fur et à mesure que les sanglots de Sophie s'apaisaient, Ellie la berçait doucement. Le chemin à venir serait difficile. Des cauchemars, des séances de thérapie, des questions sans réponse facile et des batailles juridiques. Mais Sophie était en vie, un miracle qui semblait impossible seulement 24 heures plus tôt. À travers la fenêtre de l'hôpital, la lumière du soleil les réchauffait tous les deux. De l'autre côté, la mer s'étendait à l'horizon. La même mer qui avait emporté Anna, mais qui, à travers une série d'événements improbables et l'observation attentive d'un pêcheur, avait permis de sauver Sophie. Ils restaient dans leur étreinte, père et fille, réunis par une tragédie inimaginable. Leur chagrin partagé était un hommage à la femme et la mère qu'ils avaient perdues. En ce moment-là, au milieu de la douleur, une fragile lueur d'espoir naissait. Pas pour la vie qu'ils avaient perdue, qui ne reviendrait jamais, mais pour celle qu'ils allaient reconstruire ensemble, en honorant la mémoire de la femme qu'ils avaient aimée.